La performance entre en scène, la keynote du 8 mars à 19h est officielle. À quoi s'attendre dans 5 jours en provenance de l'Apple Park. Apple, dans le sens du courant, suspend la vente de tous ses produits en Russie. Quel impact pour Apple et surtout, quel impact pour les Russes en faveur de l'Ukraine ? Les Beta 5 sont là pour les prochaines mises à jour des OS. Ça sent effectivement la keynote et l'arrivée de nouveaux produits. Et puis à suivre des nouvelles de ce qui sera le premier modem 5G signé Apple. Jeudi 3 mars 2022, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 80 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Je suis très heureux de vous retrouver à maintenant 5 jours de ce qui sera la première keynote Apple de l'année, puisque c'est officiel les garçons, c'est bien pour le 8 mars, 19h comme on le dit depuis quelques semaines maintenant. Eh oui, tout le monde avait raison. Effectivement. Gilles ? Eh oui. Ouais, surtout McGurman. Et Gilles, c'est vrai. Tu avais eu l'info avant tout le monde. Non, j'ai eu l'intuition, c'est différent, je n'ai pas d'infos. Je n'ai pas les oreilles d'Eli qui traînent à Cupertino, donc je suis obligé de faire avec mes modestes moyens. Bon, on va évidemment y revenir puisque c'est l'info de la semaine. Une semaine écrasée par l'actualité beaucoup moins souriante en provenance d'Ukraine, évidemment. Avec des répercussions pour Apple qui a décidé de suspendre la vente de tous ses produits en Russie. Ce sera le dossier de la semaine aussi. Ellie, Apple ne pouvait pas vraiment faire autrement. Non, la pression était très forte et puis Apple est attaché à un certain nombre de valeurs et les valeurs sur la démocratie, sur la liberté des peuples sont vraiment fondamentales pour eux. Donc je pense que Tim Cook n'a pas vraiment hésité. Bon, je te salue Eli, j'ai pas pris le temps de le faire, mais Eli Abitbol, président des Apple Premium Resellers en France et cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Toujours un plaisir de te retrouver évidemment dans iWeek. Plaisir partagé. Je salue aussi Gilles Dounès, ex-rédacteur en chef de MacPlus.net. Salut Gilles. Salut Benjamin, salut les enfants. Ravi de te voir souriant et de vous retrouver les amis après une semaine vraiment difficile je trouve à vivre et à suivre à la radio et à la télé. Salut Fabrice Neumann. Salut Benjamin, salut à tous. Oui, une semaine difficile, mais ça fait du bien de se retrouver. Et puis il faut malgré tout que la vie continue et qu'on continue à parler de tous les sujets et donc du sujet d'Apple qui nous concerne au premier chef. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour qu'on dédie cet épisode 80 aux Ukrainiens et à leur président remarquable qui tente de résister à cette invasion de leur pays par les troupes russes. Vous allez retrouver dans cet épisode 80 tous vos rendez-vous habituels, ou presque. Les mises à jour de la semaine, évidemment, les rumeurs, Pommes avec les principales infos. Vous noterez l'absence de François Truedic, qu'on excuse évidemment, qui nous rejoindra peut-être pas la semaine prochaine non plus, hein. Je crois qu'il a une vie un petit peu trépidante, François, en ce début du mois de mars. On espère en tout cas qu'il sera là avec nous mardi prochain pour la keynote. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'info de la semaine. C'est évidemment la confirmation de cette keynote du 8 mars. A tout de suite. La nouvelle est tombée mercredi en fin d'après-midi. Il était presque 18h à Paris lorsque l'on a appris que cette keynote qu'on attend depuis la fin de l'année dernière, cette première keynote de l'année, aura bien lieu mardi prochain, le 8 mars, à 19h heure française. Bon, est-ce que vous pensiez encore que cette keynote aurait lieu, connaissant le contexte, on va dire, géopolitique actuel ? Non, ils ont dû peser le pour et le contre longuement, puisque en général ça arrive J-7, et là c'est arrivé à J-6, et il y avait sûrement les annonces de la suspension des ventes des produits Apple en Russie à faire avant, et
un petit temps de pause, le temps que l'information circule. Il ne fallait pas que les deux informations se télescopent et qu'ils risquent d'être accusés de vouloir faire du buzz là-dessus. Ouais. Ce qui serait stupide. Élie, écoute, surprise je ou pas? t'avoue que presque, parce que vers le milieu de l'après-midi, vers 17h30, etc., aucun site n'y croyait. Et même MacRumors a dit est-ce que cette keynote aura lieu, parce qu'il n'y a rien eu. Donc il commençait à donner des signes disant elle n'aura pas lieu, et bim, quelques minutes après, ça tombe. Donc franchement, ça a été presque une surprise. Fabrice, tu as été étonné qu'elle soit confirmée ou pas? Alors oui et non, je rejoins l'analyse de Gilles. Je pense qu'il fallait absolument qu'il fasse cette annonce avant du retrait des ventes de Russie. On voit aussi quand même, ils ont pu aller vraiment tirer jusqu'au dernier moment grâce au fait que ce sera comme on en a l'habitude maintenant en vidéo. Ils ont pu attendre vraiment jusqu'à la dernière minute. Ça aurait été en présentiel dans un lieu... un centre de congrès comme d'habitude, des choses comme ça aurait été beaucoup plus difficile de faire attendre aussi longtemps. Dans ces cas-là, c'est un autre avantage de la présentation uniquement en vidéo. Bon, moi j'avoue que j'ai été un petit peu surpris quand même que la keynote soit maintenue le 8. Je pensais qu'Apple, à la lumière vraiment des 2 derniers jours, c'est-à-dire du début de semaine, aurait trouvé compliqué d'être dans une forme de légèreté alors qu'un peuple est en train de se faire massacrer. Ça va durer. Oui, sans doute, mais on est quand même peut-être à quelques heures de la chute de Kiev, donc voilà, je suis pas complètement sûr que la cohabitation entre cette grosse actualité et une keynote Apple soit vraiment la meilleure idée de ce début du mois de mars, mais effectivement, ils ont dû peser le pour et le contre très longuement et prendre cette décision en ayant, oui, c'est vrai, choisi d'annoncer en premier la suspension des ventes en Russie qui est très importante, évidemment. Fabrice ? Oui, juste pour ajouter que on parle beaucoup de l'Ukraine à raison et de la situation là-bas, mais ce n'est pas le seul endroit du monde dans lequel se déroulent des choses terribles, et qu'il y a aussi des guerres dont on parle peu ou pas du tout. Donc, malgré tout, la vie continue. Il faut bien que la vie continue. Il y a aussi des gens qui meurent pour que justement la vie continue. Ça n'empêche pas la tristesse et d'être conscient de ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est le cas d'Apple, qui est une entreprise mondiale et pas ukrainienne. Pardon de faire un petit raccourci, mais à côté de ça, le reste du monde aussi est en feu, et donc c'est aussi normal de continuer, je crois. Je peux comprendre aussi cet argument, Fabrice. Bon, alors, on va essayer de se concentrer sur le contenu de cette keynote du 8 mars. On en a déjà beaucoup parlé à la fois dans A5 et dans A-Week. Quel est le point le plus à jour qu'on peut faire sur les annonces probables de mardi prochain? Élie, il y a une base qu'on a l'impression de très bien maîtriser, puis après il y a tout ce dont on n'est pas sûr. Absolument, il y a une C'est le grosse moment de mettre des incertitude. pièces, hein. Et je t'avoue que j'ai interrogé plusieurs personnes d'Apple hier pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient me dire, quelle était leur intuition, et ils sont tous persuadés qu'il va y avoir des annonces importantes, mais ils savent pas quoi. C'est ça qui est dingue, hein. C'est que même des bons copains chez Apple France, ils savent pas. Alors tout le monde est d'accord pour dire qu'il y aura un iPhone SE 3e génération. Ça, c'est même plus un doute, c'est une certitude. Vous avez vu qu'il y a même déjà des vitres de protection qui sont sorties chez des fournisseurs comme Belkin qui sont très très connus chez Apple. Ça, c'est certain. Après, je pense qu'il y a de très fortes chances pour que les iPad Air changent. Ça, c'est quasiment aussi une certitude. Et tout le monde est quasiment d'accord pour dire qu'il y aura un Mac Mini. Il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs dans l'année, mais il y aura un Mac Mini. Pour le reste, c'est vraiment une énorme incertitude parce que même il y a une heure, il y avait encore des analystes qui disaient est-ce qu'il y aura du M2 ou est-ce qu'il n'y aura pas de M2 ? S'il n'y a pas de M2, il n'y aura pas d'iPad Pro. S'il n'y a pas de M2, il n'y aura pas de MacBook Air.
Donc du coup, on va aller d'une keynote avec 3 produits à une keynote avec 10 produits, si je parle des couleurs, bien sûr. Donc on ne sait pas, c'est juste dingue. Hein. Alors, il y a 2 produits que tu n'as pas encore cités. C'est l'iMac grand écran éventuel et un MacBook Pro et un MacBook Pro dont on a parlé tous les jours depuis un mois quand même. Fabrice. Le MacBook Pro 13 pouces, quoi. Ouais, ou le 14, non, ou 13, oui, 13. Non, on sait plus, on sait parce plus. Que... On a aussi parlé d'un 14. Oui, on sait plus. Alors... rappelons que l'analyse sur le MacBook Pro 13 pouces, c'est qu'il faut conserver, pour Apple, semble-t-il, un MacBook dans cette gamme de prix, c'est-à-dire situé entre le MacBook Air et le MacBook Pro 14 pouces. Il y a un grand écart des prix entre ces deux-là. C'est un MacBook Pro 13 pouces qui peut occuper ce terrain-là. Avec potentiellement un M1 Pro, peut-être pas un M1 Max, et puis il fait la grimace. Pour faire plaisir à Benjamin, un peu plus de ports si possible. Alors oui, Eli fait la grimace. Moi, je vois pas comment occuper cette portion de prix sans faire un MacBook Pro comme ça. Et pour mon espoir personnel, sans la touch bar, ce qui sert à rien. Oui. Ou pardon, excusez-moi Twitter. Mais en fait, non. Pourquoi je faisais la grimace, c'est parce que je ne crois pas du tout qu'Apple fera un 13 pouces avec un M1 Pro. Qu'il y aura un 13 pouces, c'est quasiment certain. Mais alors la question, c'est est-ce qu'ils vont le faire avec un M1, mais lequel, puisqu'il y a déjà un MacBook Pro avec un M1, ou est-ce qu'ils vont le faire avec un M2, mais est-ce que le M2 existe ? Et ça peut pas être que le seul produit M2, donc c'est pour ça que je faisais la grimace. C'est que c'est très compliqué ce produit. Hein. Gilles, ton sentiment alors sur les incertitudes autour de cette keynote, entre quels produits tu trancherais ? D'abord, le Mac Mini, je rejoins Eli. Il manque quelque chose depuis cette première sortie, voici un peu plus d'1 an. L'iPhone SE3, bien entendu. Maintenant, quel iMac, le Pro ou quelque chose avec un écran large de 27 pouces, mais avec la destination d'un public plus large. Tu vois un iMac mardi prochain, toi ? Non, j'en sais rien. Ah, j'en sais rien. Tu cites l'iMac. Et on y croit, nous ? Oui, je réfléchis à voix haute. Je passe en revue tout ce qui est possible et qui a été cité. Et, je n'en sais rien. Et je le vois pas là. Et puis, tant qu'à s'énerver comme ça sur les 2 cm,55 de différence. Alors ça peut faire la différence, effectivement. J'en sais rien. J'ai jamais eu ce problème, je dirais. 13 pouces ou 14 pouces. Encore une fois, on en a parlé à plusieurs reprises. Un MacBook Pro 13 pouces avec le design ancien face à un 14 à côté et puis les MacBook Air, outre des raisons tarifaires d'entrée de gamme, je ne vois pas ce qu'il vient faire dans la gamme et pourquoi on a mis des ressources matérielles et humaines et financières dans la mise à jour de ce modèle, de ce facteur de forme, alors qu'ils en manquent par ailleurs pour faire avancer le reste de la gamme, quoi. Bon, alors peut-être qu'il y a des indices à trouver dans l'invitation, mes amis. Pour ceux qui n'ont pas l'image, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube d'iWeek tous les vendredis. Cette invitation donc sur fond noir, c'est donc le logo d'Apple, mais qui est travaillé de manière assez particulière, Eli. Oui, avec plusieurs couleurs, et c'est un logo qui apparaît en réalité augmentée très grand dans une pièce, et en fait il fond sur vous, et on voit les couleurs déclinées, on rentre à l'intérieur du logo, suivant comment on bouge son iPhone, et ces couleurs, ça peut faire penser aux couleurs que vous pourrez avoir des iPad Air. Ça pourrait faire penser aux couleurs que pourrait avoir des MacBook Air. On a parlé de plusieurs couleurs dans la prochaine génération, mais ça pourrait aussi faire penser à la plus grosse annonce dont on n'a pas encore parlé. Mais oui,
Je suis bien d'accord avec les toi. coques de printemps. Les coques Apple de printemps. J'étais sûr qu'il allait se faire avoir. Je l'attendais. Je la voyais venir. Non, c'est pas ça que tu voulais dire. Il est très caustique. C'est pas ça que tu voulais dire. Non. Il est très caustique. Dire le Non, mais M2. Alors, il y a le visuel fixe donc, qui a circulé sur Twitter tout de suite et qu'Apple a envoyé. Et puis, comme d'habitude, il y a cette animation que Greg Joswiak a publiée sur son Twitter. Et là, on a vraiment ce sentiment d'entrer dans une sorte de tunnel dans le logo Apple. Il y a une vraie dimension de profondeur, de 3 dimensions en fait. Hein. Et moi, ça me donne un petit côté... c'est une invitation à entrer dans le tunnel. Pour moi, c'est une référence à l'immersif et à la réalité augmentée. Virtuelle. Ah, augmentée peut-être C'est pas faux. virtuelle, oui. Bah ouais. Oui. Mais c'est trop tôt. Enfin, bah oui, mais non, mais moi c'est le logo. Hein. Je pense que le logo est là pour une raison, si tu veux. Il n'est pas là par hasard. Et s'il y a un message. Mais Benjamin a raison. Benjamin a raison. On n'est pas à l'abri d'une annonce non plus. Alors. Oui, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, mais. Voilà. Ça c'est le visuel. C'est le visuel. Après, que vous inspire en anglais Peak Performance ou la performance entre en scène en français? Peak Performance, ça peut être aussi... Traduction littérale, c'est performance de pointe. Hein. Peak Performance. Pointe, oui. Fabrice. Donc, pas ce qui est écrit. Non, pas ce qui est écrit. Juste sur le logo, je voudrais faire remarquer quand même que les puces Apple, donc c'est les puces Apple, c'est Apple Silicon, donc rentrer dans le logo, ça peut aussi faire référence justement aux puces. Et notamment si en plus on le lit à la phrase, donc en anglais Peak Performance, donc c'est écrit sur l'invitation d'Apple PEEK, qui veut dire ça y est, ça m'échappe au moment où je veux dire le mot naturellement, mais avoir un aperçu de la performance. Donc venez jeter un œil sur la performance, et il y a un jeu de mots évidemment avec Peak PEAK qui parle des performances de pointe, de sommet des performances. C'est ça. Donc ce serait plutôt, ces indices-là penchent plutôt vers un M2. Moi j'y pensais pas jusque-là, mais à un M2, en tout cas une démonstration du M2 par exemple. Moi je crois c'est ce que j'ai pas pensé. des produits avec le M2 dedans, mais peut-être qu'il y aurait une démonstration du M2 en disant ça va venir bientôt. En tout cas, quitte à te décevoir, Benjamin, je crois pas qu'on verra le casque là, parce que présenter le casque sans présenter ARKit, c'est-à-dire la partie pour les développeurs, la partie pour l'OS, qui est vraiment prévue pour la WWDC, ça serait... Ouais. Alors tout est possible avec Apple, hein. Tout est possible, mais ça serait vraiment étonnant. Non, mais on avait déjà des logos qui faisaient penser, qui évoquaient un petit peu déjà des effets de relief, etc. dans les dernières keynotes. Donc, je pense qu'Apple est sur une tendance assez longue et je pense que tous les visuels, quelque part, vont dans le même sens. Donc, c'est pas forcément pour ça que l'annonce aura lieu mardi prochain, mais c'est vers là que va Apple, en tout cas. Oui. J'ose même pas vous parler du logo qu'il y aura pour la WWDC. Là, celui-là, il va être un AR, mais dingue. Mais... il y avait déjà eu quelque chose comme ça, pour rebondir sur ce que disait Elie, en 2014, avec la présentation de l'Apple Watch, et pour la présentation d'iOS, la première fois, je crois qu'on avait eu une première présentation en mars, et puis des choses à la WWDC en juin suivant. Mais donc tu dis que ça peut s'étaler aussi sur plusieurs mois, c'est ça que tu veux dire? Voilà, le temps de préparer les esprits et de mobiliser les développeurs. C'est pas impossible non plus, on a déjà eu... Elie disait qu'on était à l'abri de rien et Apple ne s'interdisait rien. Bon, n'oublions pas les annonces, on va dire... supplémentaires qui pourraient arriver.
Il y a quasiment à chaque keynote maintenant soit une paire de AirPods, soit un nouveau service en plus qui débarque. Est-ce que par exemple le service de musique classique vous semble mûr pour une annonce la semaine prochaine? Avec une mise à jour d'un produit. Pourquoi pas? C'est-à-dire, Gilles, d'un produit? Éventuellement des AirPods Max ou des AirPods Pro améliorés. Non. Pas AirPods Pro 2, c'est vraiment fin d'année. Avec l'iPhone au mieux ou fin d'année plus vraisemblablement. Avant Noël dans tous les cas. Avant Thanksgiving dans tous les cas. Donc Gilles, J'y crois pas tellement non plus, mais parce que en fait le lossless est déjà là, l'audio spatial est déjà là, donc qui est disponible sur les AirPods Pro, les AirPods 3, les AirPods Max et puis certains modèles de Beats. Résultat, ils ont de quoi déjà dire voilà, maintenant venez profiter grâce à Apple Music Classique, là je sais pas comment ça va s'appeler, Apple Classical, profiter de la musique classique comme vous ne l'avez jamais entendu grâce à Apple. Puis voilà, il y a déjà ce qu'il faut comme matériel. Il y a rarement un produit tout seul sans au moins une évolution du matériel. Mais bon, c'est pas gravé dans le marbre. Gilles, tu crois à un matériel qui évolue, lié à l'audio. Fabrice et Ellie, pas trop. Peut-être l'Apple Music en version classique. Et avec ça fait une keynote. Ah oui. Ça fait une keynote. Fait une keynote. Bon, évidemment, on se retrouvera mardi prochain en direct à partir de 18h30 pour suivre cette keynote avec vous. Et puis bien sûr, iWeek dans sa forme habituelle sera de retour jeudi pour débriefer toutes les annonces de mardi avec les dispos, les prix et tout ce qu'Apple n'aura pas dit parce que le temps est compté et que aussi on va chercher des infos qu'Apple ne veut pas forcément nous communiquer tout de suite. On marque une toute petite pause et on revient pour le dossier de la semaine lié à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Apple qui suspend la vente de tous ses produits en Russie. C'était vendredi, Tim Cook publiait ce tweet dans lequel il écrivait « Je suis profondément préoccupé par la situation en Ukraine. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nos équipes sur place et nous soutiendrons les efforts humanitaires sur place. Je pense aux gens qui sont blessés en ce moment et je me joins à tous ceux qui appellent la paix de leurs vœux. » Voilà les mots de Tim Cook vendredi. Et mardi, on a donc appris que la semaine dernière, Apple avait suspendu la vente de ses produits, de tous ses produits en Russie. On va dire pour aller dans le sens du courant, parce que vous avez suivi l'actu forcément, les sanctions à l'égard de la Russie sont massives, à la fois en Europe et aux États-Unis. Et on le disait dans le sommaire, Fabrice, Apple pouvait difficilement continuer à commercer comme si de rien n'était en Russie. Oui. Alors, pour faire mon cynique de service, j'aurais envie de dire que il faut donc une guerre pour que Apple réagisse à certains événements. Il y a d'autres événements qui sont discutables et qui se passent en Chine, rappelons-le, et Apple continue à faire du business là-bas. C'est tout à fait légal, je ne remets pas ça en compte, mais je voudrais quand même rappeler que Apple est une entreprise et qu'on ne peut pas demander à une entreprise de faire des gestes, d'avoir une conscience. Plus que ça, Apple a un certain nombre d'actions qui sont louables. Donc moi ça me réjouit que Apple fasse ce genre de geste là, mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est quand même avec le bras tordu dans le dos que Apple fait ce genre de choses là, donc ne perdons pas ça de vue malgré tout. Et puis je voudrais donc par exemple donc sur le côté Apple qui arrête de vendre du matériel. C'est peut-être une bonne chose, mais ça veut dire que certaines personnes vont être privées d'appareils dont ils auraient besoin justement pour communiquer et éventuellement pour faire passer des images à d'autres pays parce qu'ils sont sur place.
Alors je me pose la question, j'ai pas la réponse, mais je me pose la question. Ouais. Alors moi je pense plutôt à l'impact que ça va avoir sur les Russes qui d'habitude envoient des émissaires dans tous les pays d'Europe pour acheter les iPhones le jour de leur sortie, qui vont pas être contents et qui vont peut-être le faire savoir jusqu'au Kremlin. J'espère que ça aura plus d'impact qu'effectivement la gêne pour ceux qui en ont réellement besoin. Élie, qu'est-ce que ça représente la Russie pour Apple en termes de business ? Ben écoute, c'est quelque chose qu'on a cherché. En fait, ça représente aujourd'hui à peu près 2% des revenus Apple, c'est-à-dire quand même 7 milliards de dollars à comparer évidemment aux 365 milliards de revenus Apple l'année dernière. Donc c'est quand même des sommes un peu importantes, 2%, mais 7 milliards quand même. Alors pour Apple, c'est une goutte d'eau, mais... Ouais. Alors je dirais qu'en pourcentage, c'est pas si énorme, mais ça fait quand même 7 milliards, donc... C'est ça. Voilà. Quand tu dis 2%, tu te dis c'est tout petit, mais quand tu dis 7 milliards, tu dis quand même. Gilles, ton regard sur cette décision d'Apple alors ? Je voulais rebondir sur ce que disait Fabrice. Ils ont des actions, mais ils ont aussi des actionnaires. Et ils se doivent à leurs actionnaires. Donc, ils ne font pas n'importe quoi. Je pense que avant d'éteindre la lumière et de partir, Tim Cook, en bon logisticien qu'il est, il a quand même fermé le gaz, sans mauvais jeu de mots, et donc c'est assuré que tous les circuits logistiques étaient bien fermés. Et puis, ils ont... une grande partie du capital d'Apple, c'est son image et son discours et ses actions, donc pour faire des choses plutôt mieux que les autres. Et il ne pouvait pas être en porte-à-faux, en continuant business as usual, et continuer de vendre des produits surtout qui sont chers, surtout avec le niveau de vie qui est celui de la Russie en général, quoi. C'est plutôt des oligarques proches du Kremlin que la petite retraitée qui survit au jour le jour, quoi. Ouais. Bon, à vous écouter, j'ai quand même l'impression qu'Apple a pris sa décision un peu limite contraint forcé, pas dans un grand élan d'humanité. Non. Si. Moi j'écoute mes camarades et je respecte leur opinion, mais non, moi je pense pas que, comme j'ai dit au début, moi je pense que ça fait partie des valeurs d'Apple et que Tim Cook, c'est ça. Je pense qu'à lui, à titre personnel, peut-être pas les actionnaires, mais Tim Cook, à titre personnel, a dû quand même défendre cette décision. Et j'avais deux petits points très rapides pour compléter ce que vous venez tous de dire, et ça complète d'ailleurs les infos par rapport à la keynote. La première, c'est que dans le message de Tim, je ne sais pas si vous avez retenu ça, il encourage fortement tous les employés d'Apple à faire des dons pour l'Ukraine, en disant qu'Apple doublera le don de chaque employé. Si quelqu'un donne $1000, Apple mettra $2000. Donc, ce qui est pas neutre. On mettra $1000 aussi, ce qui fera supplémentaire. Oui, il doublera la mise. Et l'autre chose, c'était par rapport, effectivement, pourquoi la keynote a été annoncée tardivement. Pendant un certain nombre de jours, on s'est posé la question, avec l'interdiction de l'espace aérien, un peu globalement, c'est très compliqué d'amener des produits de Chine, admettons, dans différentes géographies du monde. Donc je pense qu'ils ont dû réarranger et réaménager toute une série de choses, ce qui a fait qu'ils ont dû se dire « Ok, mais si on fait l'annonce, quand est-ce qu'on livre les produits ?» Et donc ça a peut-être pris un petit moment, c'est la grande spécialité de Tim, la logistique globale. Et si la keynote a lieu, c'est qu'ils ont dû régler ce genre de problème, parce que je vois mal Apple faire une keynote avec des annonces de produits en disant « On ne peut pas vous les livrer ». Parce que l'espace aérien est fermé, etc. Donc, bon, on n'en sait rien, encore une fois, mais ça peut justifier un délai de 24-48 heures. Fabrice ? Un indice pour aller dans ce sens-là, c'est ce qu'on verra au moment de la keynote, là, le 8, s'il y a des dates d'annoncer, comme c'est préenregistré, s'ils ont préenregistré des dates de livraison en disant on annonce ça et ce sera livré dans une semaine,
effectivement, c'est difficile à tenir des dates qui sont préenregistrées si jamais les avions peuvent pas voler. Donc, ils ont dû essayer de s'assurer au maximum de ça. Ou peut-être qu'ils ont prévu en disant, comme c'est souvent le cas, plus tard ce mois-ci, le mois prochain, on verra bien. Mais je m'en veux de faire donc le cynique de service, mais franchement, la Russie 7 milliards et le contrat qui avait été monté entre Apple et la Chine, c'était 275 milliards, quoi. Donc je n'en remets pas en doute les bons sentiments, véritables sentiments, là je ne suis pas ironique de Tim Cook, mais il mène une énorme barque, un immense paquebot d'une main de maître qui crache beaucoup de pognon, et comme disait Gilles, il a des actionnaires, il y aurait des événements, et il y en a en Chine. Tim Cook ne rompt pas les ponts avec la Chine, au contraire. Donc je veux garder ça à l'esprit, voilà. Pour la Chine, ils sont engagés jusqu'à la garde, et ça me chagrine beaucoup, ne serait-ce que pour la fabrication, hein. Mais oui. Pour ce qui est du délai de livraison, c'est juste un slide à la fin de chaque séquence à changer, et ça peut être fait dans la demi-journée, ça, il n'y a pas de problème. S'il faut, ils passeront par le Japon. Sauf s'ils l'ont pris dans leur voie et que Tim ou l'un des N-1 ou -2 donne une date. Dans ce cas-là, ils n'ont pas d'autre choix que de refaire. Hein. Mais bon, je pense que c'est pas un problème du tout pour Apple, éventuellement, de refaire une petite prise pour modifier une date. Quand même, hasard du calendrier, parce que on en parlait dans i5 et dans iWeek très récemment. On sait que la Russie avait obligé les géants de la tech à ouvrir des bureaux en dur physiquement en Russie avant la fin de l'année 2021. Alors je pense qu'il y a eu un petit délai de grâce parce que aucun, à ma connaissance, n'avait obtempéré avant le 31 décembre, mais Apple a effectivement ouvert un bureau, une filiale en Russie au début du mois de février. Quelques jours plus tard, à moins de 3 semaines plus tard, ils suspendent toutes leurs ventes dans le pays. C'est une coïncidence en termes de timing, rien de plus. Oui, et puis Apple est toujours très respectueux des différentes législations dans les pays. Ils ont assez de procès comme ça, je pense, en étant respectueux. Un peu trop. Pardon ? Oui. Ils ont assez de procès en étant respectueux, je pense, pour ne pas être respectueux. Exactement, mais personnellement, je pensais qu'ils fermeraient carrément. Et, ils vont peut-être fermer ce qu'ils viennent d'ouvrir, hein, mais bon, ils vont peut-être aussi attendre un petit peu de voir comment ça se passe. Tout ça n'est pas... Heureusement, tout ça n'est mais bon, pas complètement... On sent bien le hasard de calendrier, c'est-à-dire que ça fait des mois, des années que la Russie leur demande d'ouvrir des bureaux parce que c'est plus... J'ai cru comprendre que, et ça se passe dans d'autres pays, il n'y a pas que la Russie, hein, quand c'est plus facile pour un pays de mener à bien ses lois contre une entreprise si l'entreprise est présente sur le sol. Par définition, parce qu'on peut avoir du coup il y a une personne morale et même des personnes qui sont là qui peuvent être déclarées responsables selon l'étendue des lois en question. Donc Apple devait faire ça, et malgré toute l'influence de Tim Cook, je ne pense pas qu'il ait été prévenu de l'invasion de l'Ukraine avant que ça se passe. Donc il a donc continué à mener son paquebot comme je disais tout à l'heure, et puis boum, malheureusement c'est la guerre, donc il est bien obligé aussi, et comme disait Gilles, ils suivent la loi, les lois, et il y a un moment, c'est une entreprise américaine, quand le gouvernement américain va déclarer qu'il est interdit de vendre des produits technologiques à la Russie, Apple le fera, et c'est ce qui commence à être fait finalement. Ouais. Bon, ça a commencé au mois de mars déjà. J'ai envie de vous poser une question, finalement, la question la plus importante. Est-ce que tout ça aura un impact ? Est-ce que toutes ces sanctions, toutes ces mesures peuvent peser sur la stratégie de Poutine, notamment en Ukraine, ou pas ? Ce qui est en train de prendre cher au niveau bancaire, les iPhones et les iPads et les oligarques
peut-être, mais c'est surtout, ils vont avoir de moins en moins d'argent pour pouvoir se les offrir et débarquer par limousine entière à la porte de chez MCS à Cannes ou à Nice, quoi. Ils vont aussi avoir du mal à voyager, hein. Donc ils auront plus d'argent, ils pourront plus prendre l'avion c'est ça. Ma question de fond, c'est est-ce que ça peut créer une fronde interne en Russie qui, in fine, pourrait pousser Poutine à partir? C'est la seule solution envisageable, positivement, si je comprends bien. Oui, parce que est-ce que Poutine peut changer? Non. Est-ce que les sanctions vont avoir un effet sur la Russie? Oui. Le convaincre? Aucune façon. Malheureusement. Pommes, on revient sur 3 news de la semaine écoulée et on commence, Fabrice, par des développeurs qui appellent à la fin du monopole WebKit sur iOS. Est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux ? Oui, donc le WebKit, c'est le moteur de rendu des pages HTML du navigateur Safari, qui soit sur Mac ou sur iOS, avec une différence fondamentale qui est que quand on est sur un iPhone ou sur un iPad, on ne peut pas utiliser autre chose que WebKit pour afficher les pages HTML, même si on utilise un autre navigateur que Safari. Lorsqu'on installe Firefox ou Chrome ou Edge sur son iPhone, par exemple, on a une autre interface, mais le moteur de rendu de page est celui de Safari. Ce qui est donc très différent de ce qui se passe sur un Mac ou sur un PC, où certains navigateurs utilisent... les navigateurs en général utilisent chacun leur propre moteur de rendu de page, même si beaucoup de navigateurs utilisent celui qui est au centre de Chrome, qui est Chromium, qui est le moteur de rendu de page en logiciel libre. Et ça suit un peu on a parlé il y a quelques semaines déjà de problèmes autour de Safari, de certains de plus en plus nombreux à se plaindre que Safari n'affiche pas les pages tout à fait correctement, n'est pas compatible en gros avec le web qui tourne plutôt autour de Chromium justement, qui est au centre du navigateur Chrome de Google. Et c'est donc un des problèmes qu'a Safari, qu'a l'iPhone et l'iPad, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer par autre chose que WebKit, et du coup c'est un peu ennuyeux. Et donc certains développeurs plaident pour que lorsque l'on installe un navigateur différent sur son iPhone ou son iPad, on puisse utiliser un autre moteur de rendu de page, que ce soit Chromium ou celui de Firefox par exemple. Et c'est tout l'enjeu de la bataille. Ouais. Est-ce qu'Apple a intérêt à examiner cette demande et peut-être à l'accepter un jour ou pas? Alors, moi j'aurais envie de dire que oui, je trouve cette nouvelle importante parce que pour moi elle est liée aussi avec l'ouverture un peu d'iOS. Ça fait donc des semaines et des mois qu'on en parle. On voit bien que le modèle comme on dit souvent, du jardin fermé d'Apple commence à craquer de tous les côtés. C'est qu'il y a vraiment des besoins d'ouverture. Et ça rejoint vraiment cette bataille-là, comme celle qui est menée par Tim Sweeney, parce que voilà, l'iPhone, l'iPad sont des plateformes vraiment importantes, mais sont un peu fermées et ça manque un peu de souplesse, voilà. Donc on voit bien, juste pour terminer là-dessus, il y a par exemple si on utilise le navigateur Firefox sur son iPhone, ce qui est mon cas par exemple, alors on peut faire de la synchronisation des onglets et des mots de passe si on les sauvegarde dans Firefox entre son Mac et son iPhone, mais on ne peut pas utiliser une des fonctions formidables de Firefox pour moi, qui sont les conteneurs, parce que c'est pas compatible avec WebKit. Donc on ne peut pas avoir sur iPhone exactement les mêmes fonctions que sur son Mac quand on utilise un autre navigateur, alors qu'Apple est capable de le faire. Et par exemple avec les collections d'onglets qu'on peut avoir dans Safari, ça marche et c'est synchronisé entre son Mac et son iPhone. Ça n'est pas possible pour les autres navigateurs. Donc ça donne un avantage conséquent à Apple dans ces domaines-là. Gilles, tu voulais réagir? Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les dark patterns, c'est-à-dire la friction dans l'utilisation
des logiciels concurrents pour diriger et fixer un peu les gens vers ses propres solutions. On a eu ce type de bras de fer quand Microsoft a réussi, au tout début du web, a réussi à imposer la configuration du web autour d'Internet Explorer. Il fallait que la compatibilité soit totale entre Internet Explorer, entre les sites qui étaient mis en ligne et Internet Explorer. Point de salut au-delà. Alors, si on laisse Chrome s'imposer comme standard absolu du web tel qu'on le connaît maintenant, sans qu'il y ait une alternative possible, par hyperosmolarité, tout le monde va se configurer sur le moteur de rendu de Chrome. Par paresse, c'est Chrome qui va s'imposer, même s'il y a des gens qui vont continuer à utiliser Firefox. Et étant donné l'atavisme particulier de Google et d'Alphabet pour les données personnelles, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne chose que ça. Bon, merci Fabrice d'avoir attiré notre attention sur ce sujet. Tu voulais dire encore un petit mot ? Oui, je voulais juste compléter un petit détail. Ce n'est pas parce qu'on utilise le moteur qui est intégré à Chrome que l'on utilise le moteur qui est intégré et utilisé par Google. C'est pas tout à fait la même chose. Chrome s'appuie sur un moteur de rendu qui est en logiciel libre qui s'appelle Chromium, qui est intégré à Edge, le navigateur de Microsoft aujourd'hui. C'est le même moteur de rendu, mais ce ne sont pas les mêmes espions. C'est-à-dire que Chrome de Google espionne un peu les données de ses utilisateurs. Microsoft le fait aussi, probablement un peu moins d'après ce que j'ai compris, mais ce n'est pas totalement lié, même pas du tout lié au moteur de rendu. Et pour la petite anecdote, rappelons aussi que WebKit est un fork, comme on dit en anglais, une fourche, une autre version, ça vient de Chromium aussi, donc il n'y a pas de raison que Safari ne soit pas capable d'afficher les pages exactement comme Chrome, mais il y a quand même quelques différences qui commencent à craquer aux entournures. Très bien. Ce que je voulais dire, c'est que la force de la marque étant ce qu'elle est, tout le monde va, un jour ou l'autre, finir par se mettre sur Chrome et là ça sera fini. Deuxième info de ce POMES, mes amis, c'est cette faille de sécurité sur une palanquée de smartphones Samsung. Une alerte avait été formulée auprès du Coréen en mai 2021. Une mise à jour de sécurité avait suivi en août dernier. Mais on apprend tout ça qu'aujourd'hui, c'est typiquement le genre d'info qui doit te plaire, Fabrice, ça fait en tout plus de 100 millions de smartphones qui ont été vendus avec une faille majeure qui pouvait permettre à des hackers d'accéder aux données personnelles sur les téléphones. Alors ça remonte au Galaxy S8 et ça couvre aussi le S9, le S10, le S20, le S21. Donc c'est réglable par une mise à jour qui date de l'été dernier. Mais il y a une proportion de clients, on le sait sur Android, qui font pas les mises à jour, ou en tout cas pas souvent, et qui sont toujours exposés. Alors, peut-être pour prendre le contre-pied, malgré tout, faut saluer le fait qu'une mise à jour soit disponible pour des appareils aussi anciens que le S8 aujourd'hui, parce que c'est aussi un des problèmes sur Android que Samsung est en train de combler, mais a quand même pas mal de retard par rapport à Apple dans ce domaine-là. C'est qu'en général, un appareil Samsung, au bout de 2 ans, 3 ans, il n'y a plus de mise à jour du tout. Et en plus, du coup, il semble que les utilisateurs Android ont un peu moins l'habitude de faire des mises à jour. Et donc ils vont rester exposés. On sait qu'il y a des centaines de millions d'appareils Android qui sont exposés à des centaines aussi et des milliers de failles de sécurité. Voilà. Ça peut faire sourire. Malheureusement aussi, c'est le fait est que des millions d'appareils qui sont comme ça exposés à des failles de sécurité, ça met finalement tout le monde en danger parce que on traite tous des données qui ne nous sont pas
que personnel. On traite les fiches de contact de ses camarades, de ses contacts, etc. Et ça met ça aussi en danger. Bien sûr. Élie, tu voulais réagir ? Bah écoute, oui, ça ne m'étonne pas parce que des failles de sécurité, effectivement, vous l'avez dit, ça arrive. Et évidemment, les clients sous Android mettent un certain temps à faire les mises à jour. Alors on peut saluer le fait que Samsung, effectivement, ait publié une mise à jour assez rapidement depuis qu'ils ont été alertés et qu'elle aille sur les appareils plus anciens. Maintenant, c'est aux utilisateurs de prendre conscience que quand il y a une faille de sécurité, il faut vraiment faire la mise à jour de sécurité. Nous, je crois que sous iOS, on est formés, et puis tous ceux qui nous écoutent le savent parce qu'on n'arrête pas de le répéter. Il faut peut-être que les utilisateurs Android le fassent aussi. Ouais. Bon, les différentes marques sous Android n'ont pas forcément la même communication non plus vis-à-vis de ces faiblesses. Écoute, on va passer à la troisième news de Spommes. Elle concerne Apple TV+, et une série à venir avec Michael Douglas. Ellie ? Yes, et une série qui risque d'être assez intéressante puisque Michael Douglas a choisi d'incarner Benjamin Franklin. Benjamin Franklin que vous connaissez évidemment tous. Évidemment. Car non seulement c'est un des fondateurs des États-Unis puisqu'il a signé la déclaration qui a permis la création des États-Unis, mais il est aussi très connu parce que c'était un inventeur, un savant un peu fou, et on sait que grâce à lui, il a inventé le paratonnerre. Nous pouvons éviter la foudre qui peut toujours nous tomber sur la tête. Donc j'ai hâte de voir ce que va... Sur cette série, comment elle s'appelle, pour quand, tout ? Je pense qu'elle s'appelle Ben ou Ben Franklin. J'ai hâte de voir ce qu'Apple, avec les moyens, les scénaristes qu'ils ont et un acteur talentueux comme Michael Douglas, ça peut donner. Parce que Michael Douglas, à son âge maintenant, il peut incarner Benjamin Franklin. Ça va être assez intéressant à voir. Bon, effectivement, il n'y a pas de date. La série s'appelle effectivement Benjamin Franklin. Et je regarde à Michael Douglas qui s'est bien fait tirer quand même. Il est tout beau. Il a pris du poids. Il est tout beau, tout tendu. À l'Actors Studio. Parce que Benjamin Franklin était assez comme un homme de la bonne bourgeoisie de son époque, quoi. Bon, en tout cas, Apple communique sur la commande de cette série avec Michael Douglas. On aura évidemment des détails sur sa mise en ligne sur Apple TV+, dans les mois qui viennent. Le focus de Gilles, c'est toutes les semaines dans iWeek et la semaine Apple, le podcast. On va rester dans l'actu international un petit peu dramatique du côté de l'Ukraine. Tu as trouvé, Gilles, une bonne raison pour une fois de dire du bien ou de ne pas dire du mal d'Elon Musk. Oui, il a fait quelque chose de bien. Alors, je vais endosser la casaque de Fabrice en disant que c'est peut-être pour des raisons un petit peu intéressées, mais il l'a fait. Et puis, surtout, il a répondu à une demande qui venait de l'Ukraine, qui est en train de souffrir. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux ou dans les informations que l'armée russe avait quelques déboires avec ses lignes de communication, obligée de communiquer en clair avec des talkie-walkie, ou bien de tenter de s'orienter avec des cartes d'état-major en papier et périmé, qui plus est. Et l'Ukraine, au contraire, utilise à fond les réseaux sociaux vers l'extérieur, le reste du monde, mais également à l'intérieur pour communiquer des informations en direct sur les déplacements des troupes russes. Vous avez tous vu ces images un petit peu hallucinantes sur Twitter, et c'est précisément sur Twitter que Mikhailo Fedorov, le vice-premier ministre ukrainien, et le ministre de la transformation digitale s'est mis à engueuler Elon Musk sur le thème « Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaie d'occuper l'Ukraine », et avant d'ajouter « Pendant que vos roquettes, en fait,
vos fusées atterrissent avec succès depuis l'espace, des roquettes russes attaquent les civils ukrainiens. Nous vous demandons de fournir à l'Ukraine des stations Starlink et d'inviter les Russes sains d'esprit, s'il en reste, à se tenir debout. Bon, le s'il en reste est de toi. Est-ce que ça a marché, cet appel ? Mieux qu'une commande Uber Eats. Dans la foulée, Elon Musk a répondu que le réseau Starlink était activé au-dessus de l'Ukraine. Le 28, Fedorov a posté un tweet en remerciant Elon Musk avec une photo au cul du camion rempli de paraboles et de matériel de réception. En quoi est-ce que c'est important, Gilles, Starlink pour les Ukrainiens ? L'enjeu pour des forces d'invasion, c'est de détruire des infrastructures de communication. Et les Russes, dès le début, dans la nuit du 23 au 24, et depuis, se sont employés à le faire avec des attaques cyber ou des bombardements parfois très très violents. Mais Internet marche plutôt très bien encore en Ukraine, hein, pour l'instant. Pour l'instant, mais il y a eu des moments où ça ne marchait pas trop. C'est vrai. Et ça pouvait perturber à des endroits ou d'autres. Mais Starlink fonctionne de façon décentralisée, avec une parabole et un dispositif d'émission-réception, un peu comme la télévision par satellite. Alors, il suffit d'ouvrir la valise et le dispositif cherche tout seul le satellite le plus proche pour envoyer un signal clair et recevoir. Pour le matériel qui a été livré, ce doit être open bar, sans abonnement, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Les geeks sont pareils sur toute la planète. Le premier truc que certains ont fait une fois que l'annonce a été publiée, c'est de faire un test de débit. Et donc c'est Oleg Kutkov, un blogueur assez suivi là-bas, qui a tweeté les résultats et qui avait acheté son matériel sur eBay il y a quelques mois de cela. Et donc les résultats sont comment alors, en termes de débit ? Ils sont plutôt bons. C'est le moins qu'on puisse dire. Le débit ordinaire avec l'Internet filaire en Ukraine était aux alentours de 25 mégabits seconde. Et les premiers essais donnent des résultats avec Starlink à 136 mégabits seconde sur speed test et même 200 mégabits en crête. Et encore, Elon Musk a fourni sa première version de la parabole, la Dishi, celle qui est de forme circulaire. La V2, qui est rectangulaire, devrait même porter les débits jusqu'à 500 mégabits seconde, selon Eli, notre spécialiste en Elon Muskerie. Bon, donc pour une fois, effectivement, tu es plutôt positif sur Elon Musk, Gilles. Eli, là aussi, il y a un bel effort de Starlink via Elon Musk. Absolument. Et il a été hyper rapide à répondre et il s'est débrouillé pour amener les terminaux. Bon, l'ouverture du réseau, les satellites étaient déjà en orbite, mais pour amener des terminaux, il a dit que c'était la première livraison et que d'autres suivraient, mais vraiment dans un délai record. Hein. Donc ça, c'est plutôt... Jours, ouais. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Juste un mot pour compléter ce qu'a dit Gilles, hein, je suis totalement d'accord avec son analyse. Le problème qu'ont les responsables de l'armée ukrainienne, c'est que quand ils sont sur le terrain et qu'ils doivent livrer des informations, souvent c'est brouillé. C'est-à-dire que l'armée russe, qui est très puissante et qui a plein de moyens, brouille les communications. Donc des fois, ils ont un peu de mal. Ils ne sont pas chez eux avec un Internet filaire, hein. Ils sont sur le terrain. Et là, la communication, on va dire, sans fil, est compliquée. Parce qu'elle est interceptée. Avec Starlink, en fait, ils ouvrent la valise, ils peuvent envoyer un message, ils peuvent envoyer des vidéos sur le terrain, ils peuvent envoyer des choses en temps réel, puis ensuite, évidemment, des guerres pires avant d'être repérés. Mais ça donne un avantage stratégique énorme pour des gens comme les Ukrainiens par rapport à la puissance de brouillage russe. Et puis l'intérêt, c'est que le jour où tout sera tombé, à condition d'avoir une prise électrique ou un générateur, ils pourront continuer à recevoir des infos et à en envoyer via ces paraboles. Bien sûr. Et puis ils sont en communication avec le monde. C'est en prévision du pire qu'ils ont fait cet appel à Elon Musk.
Absolument. Mais en plus, ils sont en communication avec le reste du monde, c'est-à-dire avec l'Internet global. Ils peuvent voir quelles sont les réactions dans les autres capitales. Ils peuvent envoyer des messages et recevoir des messages. Donc c'est vraiment, je pense, important pour eux. On passe aux rumeurs de la semaine et des petites nouvelles du premier modem 5G signé Apple. Ellie ? Eh bien, écoute, il semblerait qu'effectivement, Apple soit sur la brèche et que ça s'approche de cette sortie. Donc, ça sent bon pour l'iPhone 14, donc ce premier modem. Ah, parce qu'on en parlait plutôt pour le 15. Non, enfin, ça va dépendre d'à quel stade ils sont, mais il y a eu des rumeurs comme quoi l'iPhone 14 pourrait avoir la primauté de ce modem. Donc, ce sont des rumeurs, hein, donc ça reste vraiment encore à confirmer. Mais le 15 c'est sûr, mais le 14 avec un peu de chance peut-être. Donc l'intérêt évidemment de ce modem, c'est que créé par Apple, il est optimisé au niveau de la consommation. Apple sait très bien faire ça avec ses processeurs, comme vous le savez. Et donc les infos qu'on a, c'est que grâce à ça, en fait, l'autonomie des futurs iPhones, donc 14 ou 15, sera bien meilleure en communication, puisque dès qu'ils vont utiliser la 5G, ils vont consommer moins qu'avec les modems actuels. Bon, comme pour toutes les rumeurs, on n'en sait rien et ça demande confirmation. Hein. On va dire ça. Bon, encore une petite bille ou une pièce dans le cochonnet de l'Apple Car, qui ne verra peut-être jamais le jour, hein, mais... C'est quoi ? Bon, la rumeur dit qu'Apple collaborerait depuis l'an dernier. Apple collaborerait depuis l'an dernier avec une entreprise sud-coréenne qui s'appelle Ozat et qui est spécialiste des technologies de pilotage automatique. Selon le site The Elec, Ozat est souvent mis à contribution pour des entreprises qui ont besoin de valider des assemblages de semi-conducteurs. Apple apparemment avait déjà fait appel à eux en 2020 avant l'annonce du M1. Et The Elec compare les modules qui ont été testés à ceux qu'on trouve déjà dans les Tesla. Bon, Ellie, ça te fait forcément un petit peu dresser les poils, non ? Mais oui, parce qu'on ne sait pas très bien ce que veut faire Apple dans cette conduite autonome. Et on sait qu'ils ont fait des tas d'essais, en particulier avec des lidars, ce qu'utilisent la plupart des autres constructeurs. Les lidars, c'est moche, ça prend de la place. Vous avez vu des voitures avec des trucs qui tournent sur le toit de la voiture. Donc ça, c'est inenvisageable pour des voitures vendues à des particuliers. Et donc, Tesla sont les seuls qui utilisent un système qui s'appelle Tesla Vision, qui est exclusivement basé sur des caméras. Ils ont même abandonné les radars qui étaient utilisés dans les premières versions parce qu'ils pensent que, au stade actuel de leur réseaux neuronaux, ils sont capables d'analyser une situation très complexe en plein centre d'une ville comme San Francisco en temps réel grâce uniquement aux caméras embarquées. Et donc, si Apple utilisait un peu la même technologie ou le même chemin que Tesla, ben ça serait deux grands constructeurs, deux monstres, entre guillemets, qui travailleraient dans la même direction, et pourquoi pas ? Bon, on n'a jamais vu autant de conditionnels dans la même phrase, je crois. La suite au prochain épisode. Et puis, on va rester au conditionnel avec une somme non négligeable, 2 milliards de dollars. C'est ce qu'Apple serait prêt à mettre sur la table pour s'offrir le grand match hebdo de football américain de la NFL et le diffuser en exclu le dimanche soir sur Apple TV+. Le problème, c'est qu'Amazon est aussi sur le coup et donc ça risque d'être une bataille de très très gros sous. Fabrice, ça peut être un produit d'Apple, le foot US pour Apple TV+. Aux États-Unis, oui, pas pour nous, naturellement. Mais en revanche, le sport, c'est une des raisons, le sport et les événements directs qui font garder aux spectateurs, aux téléspectateurs, des abonnements au câble, comme on dit aux États-Unis, ou en tout cas à des bouquets de chaînes télé en France aussi, c'est pour le sport. Donc petit à petit, le sport fait son entrée dans les offres de streaming.
Apple, Amazon, les autres sont obligés d'y aller, quoi. Mais ce sont des sommes absolument faramineuses. La question ensuite qui va se poser, c'est si, en admettant que Apple gagne ces enchères-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont l'intégrer à Apple TV+, justement, ou est-ce qu'ils créeraient une chaîne sport qui demanderait un abonnement supplémentaire parce qu'il faudra les payer, les 2 milliards ou plus, et puis après les autres événements sportifs, parce que là on parle que du match de dimanche soir du football américain, mais quid pour l'Europe des ligues de football, quid des Jeux Olympiques, il faut remettre à chaque fois des milliards et des milliards, hein. Et c'est pas les 5 euros ou 5 $ par mois des quelques millions d'abonnés d'Apple TV+, qui vont suffire à payer ça. Quoique, parce qu'Amazon, aujourd'hui, a la Liga en France, et elle est intégrée dans l'abonnement Prime à 5 euros en Europe, mais qui d'ailleurs, aux États-Unis, est passé, je crois, à 14, ou veulent le passer à 14 $ d'un coup, ce qui va être un triplement du prix. Peut-être à cause, justement, du sport. Hein. Bon, Ellie, je ne sais pas ce que tu fais encore là, parce que ça sent déjà très bon, et on va te retrouver pour le dîner. Le dîner d'Ellie Habitbol, entrée, plat, dessert dans l'univers Apple. On commence par l'entrée du jour, Ellie. Oui, alors c'est un repas GPS en fait. Vous savez que je suis un passionné du GPS et en même temps, j'ai essayé de faire un lien avec un peu le thème de l'émission, donc à savoir ce qui se passe cette semaine ou en tout cas dans les semaines qui viennent en Ukraine. Et donc j'avais des petites infos. On a parlé tout à l'heure de l'arrêt de commercialisation d'Apple, des produits Apple en Russie. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une conséquence un peu indirecte qui fait que les revendeurs Apple en Russie ont été évidemment touchés par cette décision. Moi, en tant que revendeur, évidemment, ça un peu fait tilter ça dans ma tête. Et donc, les plus gros revendeurs Apple, c'est une chaîne qui s'appelle Restore. Eux, ils ont pour l'instant fermé les portes. Et il y a d'autres petits revendeurs qui, eux, soit ferment, soit ont augmenté les prix immédiatement, avant même d'avoir reçu ou pas reçu de nouvelles livraisons. Donc le phénomène en Russie, c'est qu'on trouve encore des produits Apple, mais pas partout, et beaucoup, beaucoup plus cher, puisqu'on a vu en fait des configurations de MacBook Pro, par exemple, qui se vendent l'équivalent de 11 000 $. Wow. 11 000 $, ça a été un doublement ou un triplement de la config du jour au lendemain. Donc il y en a qui font des affaires malgré tout. J'avais entendu 30% de plus sur le matériel tech déjà, mais là, ce serait plus un doublement sur certains produits. Mais ça dépend qui en a, et effectivement, comme c'est des modèles haut de gamme, là je parlais que des MacBook Pro un peu haut de gamme, ça doit être encore plus rare à trouver, et il y a des gens qui en profitent. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a des réseaux spécialisés pour aller chercher des iPhones en Europe avant qu'ils sortent en Russie, etc. Donc, mais bon, ce qui m'a intéressé, un peu interpellé dans cette info, qui est certes anecdotique, c'est le fait qu'effectivement des revendeurs qui sont là sur le terrain en Russie pour faire leur business, etc., et qui s'occupent pas de politique ni quoi que ce soit, eux sont impactés par des décisions qui sont bien au-dessus de leur tête et qui peuvent mettre en péril certains d'entre eux, puisque certains ont carrément fermé le rideau. Donc ils ont dit, ok, puisque c'est comme ça. Voilà. C'est l'effet domino, mais malheureusement, c'est comme ça. Exactement. Passons au plat de résistance, chère Ellie. Oui, alors, Chef Ellie. Des petits gestes qui peuvent avoir des grandes conséquences. Et deux exemples différents de comment Apple ou Google réagissent à la situation qui se passe en ce moment. Et alors, c'est assez intéressant parce que Apple, très rapidement, ont enlevé de la version Maps disponible en Ukraine et en Russie les informations de live traffic, c'est-à-dire les embouteillages, les accidents, etc., pour éviter de donner des informations à l'armée russe en disant s'il y a un bouchon au nord de Kiev, alors ils peuvent se dire c'est parce qu'il y a un transport de troupes, etc. Donc Apple s'est dit immédiatement on va enlever ça. Donc à la seconde, il n'y a aucune information de trafic disponible. Donc on comprend pourquoi et c'est assez logique. Google, ils ont fait le contraire. Et c'est assez rigolo. C'est-à-dire que Google utilise Google Maps
pour informer les citoyens russes sur ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont fait un communiqué en disant, par exemple, à tous les commerces, etc., utilisez le fait que vous pouvez mettre des informations dans la fiche de votre établissement pour dire... voilà ce qui se passe en Ukraine, voilà pourquoi il y a de la pénurie, parce que les Russes sont très très mal informés. On a vu à la télé tous des Russes qui disent c'est la faute des Ukrainiens, etc., sans vouloir faire de politique encore une fois, mais Google s'est dit, on a une puissance, on a Google Maps qui est utilisé partout, on a la possibilité de donner des informations à la population à travers Google Maps, on va le faire. Bon, le gouvernement a été assez rapide à réagir et au fur et à mesure, ils doivent avoir le pouvoir de fermer ce type d'information, mais pendant quelques jours, il y a eu de l'information qui s'est diffusée à travers Google Maps. C'est une source qu'on n'attendait pas, mais voilà. Donc, 2 grosses sociétés qui font l'inverse pour un peu la même chose. Et puis le dessert, Élie, on va rester dans Plan, mais cette fois sur iOS. Oui, puisque la dernière bêta, la bêta 5 d'iOS 15.4, vous permet de faire quelque chose qu'on attendait depuis longtemps en France, c'est la possibilité de signaler soit un accident, soit un incident, puisqu'on ne peut pas signaler un radar, vous savez que c'est interdit. Mais donc, vous pourrez, dès que la 15.4 sera sortie, ou pour ceux qui voudront utiliser la bêta 5, il y aura un bouton permettant de signaler un accident ou un incident en France, dans Maps. Une zone de contrôle. Exactement, une zone de contrôle. et donc, voilà, Maps. Il y en a qui sont au courant, dis donc. Mais oui, ils se mettent un tout petit peu au goût du jour, et c'est bien, c'est sympa. Je profite de ce dessert, Élie, pour qu'on dise un mot quand même des mises à jour de la semaine. Ces bêta 5 qui sont arrivées alors, mardi soir, hein, comme mardi, c'est bêta depuis 3 ou 4 semaines. C'est toujours le mardi soir. Bêta 5, ça veut dire qu'on n'est plus très loin de version release candidate et donc finale. C'est aussi lié à la keynote, évidemment. Oui, puisque je pense que le nouvel iPhone SE aura besoin d'une 15.4, puisque aujourd'hui les versions actuelles ne le supportent pas, donc, et c'est une bonne occasion de mettre à jour l'ensemble de la gamme. Alors, bon, un petit rappel rapide, hein, iOS et iPadOS, puisque c'est le principal. Bon, vous savez que vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone en portant un masque. Maintenant qu'on n'en aura plus besoin, vous pourrez le faire. Ça. Donc, mais on ne sait jamais pour l'automne, hein, ça reste à voir. Bon, Universal Control arrive enfin dans iPadOS dans une version stable et donc on pourra l'utiliser en même temps avec Monterey qui arrivera avec l'équivalent dans la 12.3. Donc ça, c'est toujours sympa. On a parlé des emojis la dernière fois, donc on n'en revient pas, mais ils seront là. Il y a un truc qui est assez sympathique dont on n'avait pas parlé, c'est qu'on peut en fait enfin enlever les notifications pour les automatisations personnelles dans raccourci. Et je vous explique pourquoi c'est super important. Par exemple, moi j'ai un raccourci, quand j'arrive à la maison, l'iPhone me géolocalise et normalement il devrait pouvoir ouvrir le portail, allumer la lumière, voire désactiver l'alarme, puisque c'est moi, j'arrive chez moi, ça m'évite d'appuyer sur 3 boutons différemment. Donc j'ai programmé cette automatisation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Apple, pour l'instant, il m'envoie une notification disant « Est-ce que vous voulez faire cette automatisation? Parce que désactiver l'alarme, quand même, il faut que vous soyez d'accord. » Et je dis oui, mais je dis oui à chaque fois. Chaque jour, je lui dis oui. Donc, c'est moi qui l'ai programmé. Je veux pouvoir désactiver mon alarme et ouvrir mon portail automatiquement. Grâce à la 15.4, ça y est, mes vœux sont exaucés. À part ça, vous avez des petites choses très rapidement. Le fait de pouvoir ajuster dans l'iPad la luminosité du clavier avec le centre de contrôle, c'est pratique si vous avez un clavier Apple. On va pouvoir mettre des notes maintenant dans le gestionnaire de mots de passe. Ça, c'est bien. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? tvOS peut-être, oui, non tvOS, j'ai pas vu, mais peut-être mes camarades l'ont vu, j'ai pas vu qu'est-ce que ça change. Mais souvent, voyez-vous, quand il y a une nouvelle version de tvOS, on cherche qu'est-ce que ça change. Et j'ai pas trouvé. Souvent, ça change rien, c'est vrai. Donc voilà. Mais c'est une nouvelle version. Entre bêta 4 et bêta 5, j'ai pas trouvé de choses qui j'ai pas vu encore. Ouais.
Bon, en tout cas, attendez-vous à faire pas mal de mises à jour dans la foulée de la keynote de mardi prochain. Les coups de cœur de la semaine, on commence avec toi, Gilles, tiens, parce que tu viens de te faire remarquer. C'est un coup de gueule, ou plutôt un frisson désagréable. On avait parlé de Don't Look Up. Il y a un moment particulier où les scientifiques qui ont découvert l'astéroïde qui fonce sur la Terre viennent parler dans une émission du matin où on est forcé d'être souriant, détendu, faire plaisir aux gens. Et les gens sur le plateau prennent ça à la légère. Et la doctorate réagit à l'émotion et dit « Vous ne comprenez pas, on va se faire... ça arrive, c'est pendant 6 mois, ça nous concerne tous. » Et dimanche soir, à 20h30, sur France 2, la jeune fille qui s'occupe des femmes et qui est ukrainienne a eu la même réaction épidermique et émotionnelle par rapport à ce qui se passait dans son pays, a essayé de nous mettre en garde, nous autres Européens, sur ce qu'était en train de faire Poutine et ce que ça pouvait représenter pour notre mode de vie, nous, démocrates. Et ça a été un peu le même type de réaction où il fallait absolument l'évacuer, on comprend votre émotion, etc. Mais j'ai eu exactement la même impression et ça m'a fait de la peine et ça me fait réfléchir aussi sur la société du spectacle à laquelle on participe tous là. Ok. Bon, effectivement, c'est pas une note très joyeuse pour terminer, mais c'est comme ça. C'est le feeling aussi de la semaine. Fabrice, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est une application que je suis en train d'utiliser pendant qu'on enregistre notre belle émission, qui s'appelle Détail. Le site web, c'est détail.co, qui permet d'utiliser un iPhone comme webcam. Et c'est la plus simple que j'ai trouvée jusqu'à présent. C'est aussi jusqu'à présent gratuit, c'est assez nouveau. Il y aura peut-être des plans payants bientôt. C'est vraiment très simple, donc le principe est toujours le même, il faut avoir une application sur le Mac et une application sur l'iPhone, les deux se trouvent automatiquement et ensuite dans le logiciel qu'on utilise pour faire de la visio, on peut choisir l'iPhone comme webcam, on peut du coup en avoir 2 ou 3 pour avoir plusieurs points de vue, pour ceux qui sont sur la vidéo, hop, je change de point de vue, et là j'ai celle-là, et puis ensuite je repasse sur une autre. C'est très bien fait, les caméras d'iPhone sont en général très bonnes, donc si on a changé son iPhone et qu'on l'a pas revendu, on peut aussi l'utiliser comme ça. Le bémol, c'est pas la faute de l'application, c'est la faute d'Apple. On ne peut pas utiliser ce genre d'application avec FaceTime qui refuse toujours d'utiliser ce qu'on appelle des caméras virtuelles. Et c'est bien dommage, je trouve. Mais voilà, détail sur détail.co. Super, merci Fabrice. Ton coup de cœur, Ellie? Alors, très rapidement, je l'ai intitulé One by Gilles, mais c'est pas notre Gilles à nous. Et pourquoi One by Gilles? One, c'est l'album mythique de compilation des Beatles que vous connaissez tous, One. Et en fait, il a été remasterisé pour Apple en spatial audio et en lossless par Gilles Martin, qui est le fils de George Martin, qui était celui qui avait mixé l'album original des Beatles. Donc c'est assez rigolo que le fils reprenne l'œuvre de son père, et connaissant Apple et connaissant ce qu'ils font des albums des Beatles, jusqu'à maintenant les 2 que j'ai écoutés précédents étaient merveilleusement bien spatialisés. C'est mon coup de cœur, c'est très récent, je ne l'ai pas encore écouté, mais je vais me dépêcher dès qu'on a fini l'émission d'aller écouter ça en spatial audio, et voilà. Il est très bien, mais je l'ai écouté, mais c'est pas un album original, c'est une compilation des numéros 1 qui ont été concoctés par Yoko Ono et sa bande d'avocats. Merci Ellie, écoute, je vais essayer, parce que je suis toujours client des morceaux revisités en spatial audio. De mon côté, moi j'ai un petit coup de cœur, même un gros coup de cœur pour le super boulot fait par un jeune Canadien qui s'appelle Scott Huyan. Il a transformé un Mac Mini M1 en
Mac Mini portable. Alors, presque, parce qu'il y a toujours le problème de l'alimentation. C'est un Mac Mini, donc il ne fonctionne pas sur batterie. Mais pour le reste, il a réussi à designer et à imprimer en 3D une sorte de carrosserie dans laquelle il est venu mettre le Mac Mini. Et cette carrosserie permet d'accueillir un iPad Mini 6 qui va faire office d'écran pour le Mac Mini, d'écran tactile aussi. L'ensemble est très très bien foutu. Et puisqu'on sait puisqu'on se doute que le Mac Mini va sans doute évoluer le 8 mars, moi j'ai hâte de voir ce qu'il fera avec cette nouvelle version du Mac Mini. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur YouTube qui est assez sympa et le design est franchement très réussi. Tu l'as vu, Élie, je crois? Oui, absolument, j'ai adoré. Parce que je me suis dit que mélanger un iPad Mini 6 avec un Mac Mini, c'est juste incroyable. Il faut juste pouvoir mettre une petite batterie dessous. Ouais, je crois que c'est vraiment pas prévu pour ça, mais il a une super gueule, son Mac Mini à emporter, comme il dit. Est-ce que je peux me permettre de compléter, Benjamin? Bien sûr. Parce que du coup, ça me fait penser à la vidéo juste rapidement de Quinn Nelson de Snazzy Labs, qui lui a essayé de réduire encore plus le Mac Mini, qui, comme on le sait, n'est pas tout à fait mini, mais il a beaucoup travaillé pour essayer de réduire le plus possible le Mac Mini, qu'il a réussi à mettre dans une toute petite boîte imprimée en 3D. Cherchez sur YouTube Snazzy Labs et vous verrez, c'est une des dernières vidéos au moment où vous écoutez notre émission, et c'est assez intéressant, y compris pour comprendre comment fonctionnent les différents types d'imprimantes 3D. J'ai trouvé ça passionnant. Ouais, je crois que sa boîte à lui fait 28% de la taille du Mac Mini original. C'est ça. Il a vraiment énormément réduit. C'est la fin de ce numéro 80 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. La semaine va être courte puisqu'on se retrouve dès mardi prochain, 18h30, pour suivre ensemble la première keynote Apple de l'année. On va découvrir sans doute le nouvel iPhone SE3, le nouvel iPad Air si tout va bien, et puis un ou plusieurs nouveaux Mac. Est-ce que ce sera le lancement du M2 ? On n'est pas complètement sûr, mais on n'est pas complètement à l'abri. Et puis la réalité virtuelle ou augmentée, pourquoi pas ? Apple musique classique, pourquoi pas? De nouveaux services, pourquoi pas? Bref, des surprises qu'on va découvrir ensemble. On se retrouvera aussi jeudi prochain. Nous serons le 10 mars pour l'épisode 81 d'iWeek, un épisode spécial débrief dans lequel on vous dira tout ce qu'on n'a pas pu vous dire mardi, c'est-à-dire tous les prix, les dispos, et aussi les secrets cachés d'Apple, évidemment, parce que c'est notre grand jeu de les découvrir juste après les keynotes. Merci beaucoup à vous, la bande, la team iWeek, d'avoir été au rendez-vous. Merci Fabrice. Merci à tous. Donc, oui, effectivement, rendez-vous très vite. On va bien s'amuser, je pense. Salut Élie. Bonne soirée, bonne semaine à tous, et on se revoit mardi prochain. Et oui, et salut Gilles. Salut, bonne fin de semaine, et puis à mardi avec plein de bonnes choses. Et oui, faites de beaux rêves d'ici là, rêvez de plein de nouveaux produits Apple très beaux, pas trop chers. Rendez-vous mardi 18h30 pour cette première keynote. Passez une bonne fin de semaine et à très très vite. Bye bye, salut. Bye. Bye bye, salut à tous. Bye bye.